Bienvenue à ce nouveau webinaire. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin. On va traiter un sujet qu'on a intitulé Les tendances du recrutement tech 2024, comment s'y préparer au mieux. Et pour m'accompagner ce matin, 3 invités. Tout d'abord, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Salut David. Lequel? Ah, justement, David licorne et David sans licorne. Salut. Allez, je vais vous laisser vous présenter. Je laisse d'abord Nathalie se présenter. Bien sûr. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Nathalie. Je suis anglaise d'origine, mais actuellement basée dans le sud de la France, à Montpellier. Je suis Senior Content Marketer et spécialiste des problématiques de recrutement. Donc, je travaille chez CoderPad, anciennement Coding Game, depuis bientôt 6 ans maintenant. Et donc, est-ce que je parle rapidement de CoderPad, de ce qu'on fait? OK, Ouais. donc CoderPad est une solution de recrutement tech, qui vous permet d'envoyer, des tests techniques, pertinents, engageants et différenciants à vos candidats tech et de mener des entretiens de code, collaboratifs dans un environnement, de développement performant. Et juste un petit mot pour notre plateforme, Coding Game, donc où les développeurs peuvent s'entraîner, jouer, gratuitement en ligne. Donc cette plateforme, elle vit toujours à travers, notre communauté de, plus de 3 millions de développeurs. Top. David sous la pluie, à toi. Plus jamais à Biarritz. Alors moi, j'ai fondé un cabinet de conseil en recrutement qui s'appelle Strammer, qui est un cabinet dédié au recrutement des leaders de l'industrie de la santé, medtech, industrie pharma, biotech, healthtech, digital. Je suis également board member de plusieurs startups healthtech et également senior advisor d'une banque d'affaires pour des levées de fonds, toujours dans l'industrie de la santé. Top. Et David Bernard. Et donc, moi, je suis David Bernard. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis psychologue du travail de formation et donc, je suis le CEO fondateur d'Assets First, donc, qui est une société SaaS, donc, qui édite un logiciel qui va permettre d'évaluer le potentiel des candidats, c'est-à-dire de voir au-delà du CV pour comprendre qui ils sont réellement. Donc, au travers de l'évaluation des soft skills, des capacités cognitives, des motivations. Et l'objectif de tout ça étant d'arriver à anticiper la capacité des personnes à réussir et à être heureuses dans les jobs pour lesquels vous pouvez recruter ou faire évoluer vos collaborateurs. Et je suis basé dans les îles Baléares à Palma en ce moment. Voilà. Cool. Donc, on a Montpellier, Biarritz, Majorque. On est bien. Et nous, Nogent-sur-Marne, plus classique. Plus sympa aussi, Je sens aucune jalousie. J'aime bien Biarritz, à choisir. Je t'accueille quand tu veux. Le sujet de ce matin, recrutement des profils tech. Alors, on sait que le recrutement des profils tech, et on va en parler, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple, qui est même assez complexe pour les équipes RH, les recruteurs. Donc, ce matin, on va aborder plusieurs sujets autour de ça. On va parler d'IA, on va parler de marque employeur, on va évidemment parler de comment, une fois qu'on a réussi à sourcer des candidats, comment on va les évaluer, mais à la fois sur la partie technique et sur la partie soft skills. Et puis, on va bénéficier du coup des retours d'expérience de Nathalie, qui est vraiment spécialisée dans l'évaluation des hard skills, David Bernard dans l'évaluation des soft skills, et puis David Mercier qui va être notre grand témoin en tant que recruteur dans ce domaine. Alors, avant de démarrer, Nathalie va nous présenter une étude qui a été menée par CoderPad récemment et va nous donner les principaux enseignements de cette étude. Alors, peut-être juste avant, moi j'aime bien voir si vous êtes réveillés. Là, on est combien? On est 124. Je vous ai mis une petite question rapide. Est-ce que c'est difficile de recruter des profils dev? Oui, c'est une galère. Non, ça va mieux en 2024. Ou non, aucun problème. Je vous laisse répondre. Pour l'instant, ça a l'air d'être une galère quand même. De ce que je vois des réponses.
Arnaud nous dit, il est 11h04, oui, nous sommes réveillés. Alors, vous êtes 67, 68 à avoir voté. Je vous laisse encore quelques secondes. Le contraire aurait été surprenant. On aurait pu fermer le webinaire. Easy, il n'y a aucun problème. Fin du webinaire. Un profil dev, Hervé, on va dire un développeur, par exemple. IA, digital, cybersécurité. Sandrine nous dit la question qui s'ensuit et pourquoi. Alors ça, on va peut-être l'aborder au long du webinaire. Ça passe notamment par ce qu'on peut aussi voir dans l'étude de CoderPad, par les envies finalement de ces développeurs et comment ils voient le monde du travail, leur carrière. Alors, fin du vote. On a 53% qui nous disent c'est une galère, 11% qui nous dit non, ça va mieux. Les pourcentages sont relatifs. Donc en majorité, ça reste quand même assez compliqué de recruter des profils tech. Pas de surprise, on est aligné. Nathalie, je te laisse nous présenter les tendances 2024. Oui, alors du coup, on va parler effectivement de cette fameuse étude, ou en tout cas des sujets qu'on y a abordés. Donc, c'est une étude qu'on mène chaque année auprès de développeurs, mais aussi de recruteurs et de managers. Et nous les interrogeons, donc les développeurs, sur leurs attentes en matière d'emploi, sur leur quotidien au travail, sur l'évolution de leurs compétences, leurs enjeux métiers, etc. Et nous interrogeons également les recruteurs et les responsables sur leurs priorités, leur budget de recrutement, leur processus et leurs objectifs. Et donc, chaque année, il y a des sujets constants qui vont nous permettre de constater l'évolution, les tendances. Mais on introduit aussi de nouveaux focus, entre guillemets. Donc, cette année, on a introduit l'intelligence artificielle, le management et les soft skills comme nouveaux sujets. Et en parlant de focus, justement, donc on vous propose aujourd'hui d'explorer 3 sujets phares de l'étude. Donc, à savoir le recrutement basé sur les compétences, l'intelligence artificielle et l'expérience candidat. Donc là, voilà, donc ça, c'est un petit vue d'ensemble de l'étude, un aperçu. Et du coup, si on veut directement enchaîner sur le premier sujet, Christophe, on peut changer de slide. Donc là, je voudrais vous partager quelques chiffres donc pour vous mettre en contexte. Là, on parle de recrutement basé sur les compétences. Donc il y a quelques années, grâce à ces enquêtes, on a observé un bond dans le nombre d'entreprises recrutant des développeurs sans formation académique. Entre 2021 et 2022, le nombre de recruteurs piochant dans ce pool de candidats, dans ce vivier de candidats, a presque doublé. Et aujourd'hui, c'est plus de 80% des recruteurs qui déclarent embaucher des programmeurs sans diplôme. Donc, c'est-à-dire autodidactes, en reconversion, ou qui ont suivi un bootcamp ou une autre formation courte. Donc là, j'avais des sujets, des questions un peu à poser aussi aux autres panélistes et pour voilà, aller un peu plus en profondeur sur ce sujet-là. Est-ce que Christophe, c'est hyper prends intéressant. la main. On en avait parlé notamment avec David Mercier. David, tu nous disais, c'est une galère de recruter des devs. À un moment, je me suis même dit, est-ce qu'on va continuer à prendre des missions pour recruter des devs? Et on en avait parlé, quand tu as vu justement ces datas, tu te dis à un moment, peut-être qu'on peut élargir. Oui, alors en fait, si on remet des éléments de contexte, le chiffre d'affaires mondial pour la medtech, c'est 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et c'est un chiffre d'affaires qui a une croissance de 6% chaque année. C'est colossal. Et il faut savoir qu'il y a plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires qui est investi en recherche et en développement, en cybersécurité, intelligence artificielle, data, digital au sens large.
et les besoins en recrutement de profils tech, développeurs, ingénieurs, cybersécurité et autres sont de plus en plus importants. Et 70% des industriels de la medtech au niveau mondial déclarent que c'est une galère, pour reprendre ton expression de ton survey, c'est une galère de recruter. 70%. Et en réalité, quand il y a des industriels qui se tournent vers moi pour recruter ces profils-là, bah, nous, entre guillemets, on transpire parce qu'on se dit que ça va être une vraie mission longue pour pouvoir convaincre des candidats qui sont sur une activité pénurique et qui sont en poste, de les convaincre de quitter un poste pour pouvoir rejoindre nos clients. Et généralement, ce sont des missions qui durent 3-4 mois, alors que pour recruter un leader ou un autre expert, que ce soit vente, marketing, affaires réglementaires ou qualité, généralement, on met 3-4 semaines pour pouvoir un poste. Et donc, en réalité, c'est extrêmement difficile et la plupart de nos clients souhaitent avoir des personnes qui sont diplômées sur ce type de sujet. Et en plus, dans l'univers du medtech, on a un sujet qui est lié à la réglementation médicale qui vient ajouter encore une couche de complexité au recrutement. Et en réalité, je suis heureux de connaître cette solution, Nathalie, parce que en fait, elle offre une perspective intéressante dans le recrutement des profils tech. Alors, je ne sais pas si ça vient résoudre tout, mais en tout cas, tu viens très clairement répondre à une problématique qui est de plus en plus oppressante, en tout cas pour les industriels de la medtech. Oui, parce que tout l'intérêt en fait de la solution proposée par Nathalie de CoderPad, c'est de permettre aux recruteurs, on va dire même généralistes, entre guillemets, d'être capables d'évaluer les compétences techniques d'un développeur. Exactement. Oui. Et donc, en réalité, nous, si on n'a pas, entre guillemets, un candidat qui a les bons diplômes ou la bonne expérience, on va se dire, bah, on va le mettre clairement à l'écart parce que nous, on n'a pas les compétences techniques pour pouvoir évaluer ce type de candidat. Donc, très clairement, avoir cette solution, c'est clairement du pain béni. Enfin, je trouve. Et David, question, là on parle de candidats un peu atypiques, donc certes il y a les compétences techniques, mais pour des métiers de développeurs, à un moment donné, il va quand même falloir qu'on évalue leur capacité aussi à s'intégrer dans l'entreprise, avoir un certain nombre de soft skills. Comment tu vois ça? Est-ce que tu peux même avoir un test, je dirais, qui soit profilé spécifiquement pour cette population? En fait, tu as deux choses. Déjà, tu sais, quand on parle de soft skills, la plupart des recruteurs, des recruteuses vont se dire, voilà, on parle de personnalité, on parle de la sphère relationnelle, de l'intelligence émotionnelle, de ces choses-là. En fait, il faut bien dire que dans les soft skills, tu as différentes familles de soft skills. Tu as toutes ces compétences comportementales, très comportementales dont on vient de parler, et tu as aussi tout ce qui a trait aux capacités cognitives, c'est-à-dire la capacité d'apprentissage, la capacité à raisonner de manière critique. Et ça va être lié, en revanche, plutôt aux parties, on va dire, supérieures. C'est-à-dire, on est vraiment dans la façon dont la personne pense, la vitesse du processeur. Et il faut bien se dire que quand tu recrutes des personnes qui ont fait une reconversion, qui avaient qui ont eu un parcours qui n'était pas forcément dev à la base, c'est hyper important, bien sûr, d'évaluer les compétences techniques à un instant T, mais on sait très bien que le domaine de la tech, c'est un domaine où les choses tout se réinvente en permanence, ça va de plus en plus vite, il y a des nouveaux langages, il y a des évolutions, on voit avec l'apparition, même pas l'apparition, c'est l'essor de l'IA maintenant, il faut arriver à se mettre à jour. Donc, la nécessité pour ces entreprises qui veulent recruter des profils tech de valider que la personne, ok, elle a bien les compétences qu'il faut pour aujourd'hui, mais elle aura cette faculté à se mettre à jour, à apprendre de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. En fait, c'est de plus en plus important. Et après, sur la partie intégration, en effet, ça aussi, c'est crucial de bien l'évaluer. Et alors, est-ce que tu as un modèle
on parle chez Assessors, par exemple, de modèle prédictif, c'est-à-dire tu vas pouvoir te centrer sur certaines soft skills en particulier. En fait, je vais te dire, c'est plus à adapter en fonction du contexte de l'entreprise. Tout dépend de la culture spécifique, du mode de travail. Est-ce qu'il y a beaucoup de collaboration entre les devs? Est-ce qu'on est en mode agile ou pas? Et là, on va pouvoir mettre à disposition des entreprises différents types de modèles qui vont leur permettre justement de bien calibrer, on va dire, le type de profil qu'ils recherchent. Parce que tu sais, il n'y a rien de pire, en fait, que de recruter une rockstar dans son domaine d'un point de vue technique pour se rendre compte après que ça ne va pas le faire, en fait. Mais de la même manière, tu peux avoir quelqu'un qui aurait toutes les capacités à s'intégrer dans ta boîte parce qu'elle a le bon mindset, mais qui n'a pas les compétences dont tu as besoin tout de suite. Donc, c'est vraiment deux éléments pour moi qui sont indissociables l'un de l'autre. Tu dois trouver la bonne balance entre à la fois les compétences techniques dont la personne a besoin aujourd'hui pour réussir et également les soft skills et tout son potentiel qui va lui permettre de s'épanouir dans le job et de continuer à progresser. Alors, ça veut dire quoi? C'est crucial. Hein. C'est crucial ce que tu viens de dire, David. Sauf que dans ce type de recrutement, il y a une telle pénurie qu'aujourd'hui, dès qu'on a un candidat qui a un bout de compétences techniques, c'est quand même très difficile de l'exclure, même s'il n'a pas toutes les soft skills qu'on pourrait demander. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que justement, en parlant de pénurie des talents, des candidats, justement, le fait d'élargir son pool de candidats, en enlevant un peu ces critères ou ces exigences très strictes de diplôme, qui sont pas forcément nécessaires, Absolument. on va justement pouvoir découvrir, davantage de candidats. Après, effectivement, comme on disait, c'est essentiel de pouvoir ensuite les évaluer, autant sur les compétences techniques que les soft skills. Mais je pense que et aussi ces candidats-là, surtout ceux qui sont en reconversion, par exemple, ils ont déjà un bagage professionnel et donc un éventail de compétences qu'ils ont, qui acquises, au cours de leurs expériences, des soft skills notamment, qui vont, potentiellement leur donner un plus, finalement qui va faire que c'est des profils super intéressants. Donc à évaluer bien sûr, mais à ne pas écarter en filtrant sur le CV et en filtrant sur ses exigences, de diplôme. Et j'allais réagir à ce que tu disais, David, sur la pénurie des talents et j'ai perdu. Oui, c'est Bah, justement, donc du coup cette relation avec, donc soit les clients, enfin les recruteurs, ceux qui recrutent, soit les recruteurs en interne avec les managers, soit, les cabinets de recrutement avec, du coup leurs clients. C'est vraiment d'aller loin et sur le fait d'identifier les compétences qui sont nécessaires, de les prioriser. Ben, tu disais: «Oui, mais s'ils ont, certaines compétences et pas d'autres», mais effectivement, c'est pas une liste au Père Noël et ils ont besoin de 100 des compétences listées. C'est vraiment ce travail de lister les compétences qui sont réellement nécessaires et de les prioriser. Voilà, ça c'est, il y a- on ne peut pas faire sans et ça, dans- c'est négociable, ils peuvent monter en compétences en interne ou autre. Donc voilà, c'est d'avoir vrai, vraiment cette c'est transparence vrai, sur les compétences. c'est vrai que c'est pas négociable en fait de transiger sur les soft skills. Je suis tout à fait d'accord et donc la solution de David, elle est primordiale pour pouvoir évaluer. Et c'est pas que pour ce type de fonction en réalité. Mais dans la liste au Père Noël, puisque tu parles de ce sujet, il y a un autre point qui est évoqué, c'est la localisation. Et Mmh. lorsqu'on recrute pour Mmh. une medtech qui est basée à Trifouilly-les-Oies et qui veut absolument avoir ses techs sur site, c'est Mmh. extrêmement difficile parce que la plupart du temps, il faut faire déménager le candidat. Et donc, aujourd'hui, en période post-Covid, où il est admis que le télétravail est un critère véritablement important, surtout pour cette population, je pense que les industriels, et ce n'est pas que MedTech, mais c'est industriels au sens large, doivent aussi ouvrir leur chakra sur d'autres critères comme le télétravail. Je le mets Parce que tu as des clients entre parenthèses. aujourd'hui, David, qui te demandent des postes en présentiel?
Oui, absolument. Absolument. Sur des postes, Qui sur qui des postes techniques, nécessite du présentiel ou pas forcément? tu peux répéter, Nathalie, la Est-ce que c'est des postes où ta c'est question? vraiment nécessaire pour, enfin, est-ce que c'est nécessaire pour réaliser leur, Alors, fonction d'être on sur ju place on ou est-ce que c'est une préférence de l'employeur? en fait, on peut toujours justifier parce que, c'est pour, la cohésion Oui, d'équipe, c'est parce que c'est pour intégrer la culture de l'entreprise, c'est pour être véritablement au cœur de la stratégie, c'est pour, véritablement, faire en sorte que, le travail soit bien effectué. Donc si tu veux, oui, c'est non, toujours je pensais délicat. plutôt en c'est vrai qu'en medtech, c'est pas ma spécialité, je pensais plutôt en termes, de je sais pas s'il y a du matériel, enfin des choses, voilà, qu'on peut pas Ouais. faire à distance, quoi. Et une application Bon, technique, après, il faut aussi comprendre la population. Par exemple, là, dans l'étude, là, CoderPad, à un moment donné, on leur demande si, Mm. je crois, ils ont un manager. Et il y en a qui répondent non. mmh, J'ai l'impression que cette population, en fait, même quand ils ont un manager, finalement, ils n'ont pas le même rapport, pas tout à fait le même rapport au travail qu'un salarié lambda. Un développeur, en général, il travaille sur des missions, sur des projets. On n'est pas dans le même mode de management et dans le même mode opérationnel que d'autres fonctions de l'entreprise. C'est des profils qui sont beaucoup plus en mode, je dirais, presque indépendant tout en étant dans l'entreprise, plus proche de profils indépendants, non? Bah, surtout que tu en as plein qui se retrouvent, tu vois, des fois, enfin, tu as des entreprises qui exigent du présentiel et au final, tu te retrouves à être sur le Discord, tu te retrouves à utiliser les mêmes outils que ceux que tu pourrais utiliser quand tu es à distance. En tout cas, tu sais, enfin, nous, ça fait 3 ans et demi quasiment qu'on est passé en full remote et on observe également certaines autres boîtes qui sont passées en full remote ou en remote en grande partie. Enfin, ton attractivité en tant qu'employeur vis-à-vis de ces populations, je peux te dire hein, qu'elle explose, mais littéralement, à partir du moment où tu peux offrir du full remote. Enfin, je sais que nous, moi, j'ai vu pour Access First la différence entre quand on était au bureau en full office, on est passé en full remote. Enfin, déjà, tu n'attires pas le même nombre de candidats, tu n'attires pas les mêmes types de candidats non plus. Après, c'est une question de. Des fois, on peut se dire, oui, mais comment je vais savoir qu'ils peuvent faire le job et ainsi de suite. C'est une question d'organisation, tu vois. Il y a plein de boîtes qui se sont mis au full remote, qui se sont dit ça marche pas parce qu'elles l'ont fait un peu à l'arrache, contrainte et forcée pendant le Covid. Mais après, ça s'organise la mise en place du remote. Mais mmh. par contre, ça devient un atout extraordinaire en termes d'attractivité derrière pour choper les bons profils. D'ailleurs, je crois que dans la Et suite de l'étude, je sais plus, c'est le troisième ou quatrième facteur après le Oui, c'est ce salaire. que j'allais dire. Je et je pense qu'on en et il vaut mieux reparlera, mais effectivement, on a demandé aux développeurs ce qui avait le plus d'importance pour eux, quand ils ce qu'ils recherchent en premier dans un job et la politique de télétravail dans le top 3 Hmm. derrière, voilà, salaire et équilibre, de vie, pro, perso. Ouais. et il vaut mieux avoir quelqu'un en full remote que personne. Et c'est ce Hein, que, clairement. on dit aussi, Ah oui, aux oui, clients. Non, mais parce Non, mais ça que semble logique, mais oui, ouais, clairement. parce qu'au final, il y a certaines sociétés qui se retrouvent avec personne, se disent: «Bah, voilà, on va attendre», et puis on attend des mois, Mmh. des mois, des mois et des mois, puis au final, il y a personne. Alors que si on avait recruté, avec le critère full remote, on aurait eu quelqu'un, pas tout de suite, faut pas exagérer, mais plus rapidement et de compétent, bien sûr. Hmm. Mais c'est un vrai sujet. Et tu sais, enfin, je repense à cet équilibre entre les hard skills et les soft skills. Je pense que ça dépend aussi vraiment comment dire, de la situation dans laquelle l'entreprise est et l'équipe technique est. C'est-à-dire que si tu recherches un collab, bah ouais, qui doit être en effet hyper performant tout de suite, t'as pas le temps trop de l'onboarder, bah oui, tu as intérêt à faire un gros focus. Tu vas peut-être faire un 90-10 sur les hard skills. En revanche, parfois, tu as des profils, c'est pour compléter une équipe, c'est pour intervenir sur un nouveau projet, on a un peu plus le temps pour la montée en compétences. Dans ce cas-là, je sais que nous, on a pas mal de clients qui tendent à privilégier des profils qui sont peut-être un petit peu moins capés du point de vue des hard skills, mais par contre, qui ont une très forte agilité intellectuelle, une bonne adaptabilité, un mindset qui va être compatible avec celui de l'équipe en place et de la boîte pour favoriser le ramp-up de la personne, quoi. 100% aligné, David. Merci pour la précision. donc hard skills, soft skills. David, tu dis quand même que il faut quand même un minimum de compétences techniques. On voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont inversé le schéma en créant
plans de formation plus adaptés, ou voire même des universités d'entreprise pour compenser en fait cette pénurie et pour en même temps augmenter leur attractivité vis-à-vis de ces candidats, parce qu'un développeur, si tu le fais venir avec déjà un certain nombre de compétences, hein, et que finalement tu as recruté un cadre et que l'entreprise ne va rien lui apprendre, de toute façon il ne restera pas. D'autant plus que effectivement l'apprentissage c'est un élément super important, un élément de motivation super important pour les techs. Ils apprennent en continu tout le temps, et d'autant plus que voilà, comme on a déjà dit, ça évolue très très vite. Et là, je sais plus le chiffre de tête, mais ce que les développeurs voulaient développer comme compétence cette année, c'était le machine learning. Ils veulent en apprendre plus sur toutes les technologies. Donc, de pouvoir leur offrir ça en interne, effectivement, c'est très attractif. Et si je peux, je voulais juste souligner, on parlait du coup de l'importance des hard skills et des soft skills. Et on a justement posé la question aux recruteurs et aussi aux développeurs. 81% des recruteurs nous ont répondu que les soft skills étaient tout aussi importantes que les compétences techniques lorsqu'il s'agit de recruter des développeurs. Et on pourrait croire que oui, mais il n'y a que les recruteurs et les RH qui s'intéressent aux soft skills, qui s'en soucient, mais pas du tout. C'est 78% des développeurs qui pensent qu'elles sont au même niveau d'importance que les compétences de code. Donc vraiment, il y a les recruteurs, les développeurs, tout le monde a conscience de cette importance. C'est vrai, tu as raison, Nathalie, mais à la fin de la journée, si le candidat il n'a pas les compétences, il a beau avoir les soft skills, il ne sera pas recruté. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. Et puis après, ça va être compliqué, même autant pour l'employeur que pour le candidat. Absolument. Il n'y a pas d'intérêt. Effectivement, il faut avoir les compétences techniques. Oui, non, mais d'où l'importance de ta solution. Enfin, j'en reviens à l'essence de ce que tu disais au début. Exactement, ouais. On passe au deuxième focus. Oui. Du coup, là, on va parler d'intelligence artificielle. Voilà. Donc, c'est un sujet très actuel, bien sûr. J'espère que vous n'en avez pas marre d'en entendre parler. Mais les développeurs, ils se positionnent comment par rapport à l'IA? Donc, on leur a posé quelques questions, et grâce à cette étude, on a appris que 67% des développeurs utilisent déjà l'IA dans le cadre de leur travail au quotidien, et 60% disent qu'ils aimeraient l'utiliser davantage. Donc, ils l'ont adopté, il n'y a pas de doute là-dessus. Et pourtant, seulement 8% des recruteurs disent encourager l'utilisation de l'IA pendant le processus d'entretien, pendant le processus de recrutement. Donc, et les développeurs, un tiers des développeurs voient aujourd'hui l'utilisation de l'IA pendant un entretien comme de la triche. Donc vraiment, pour moi, c'est un vrai paradoxe. À mon sens, ChatGPT, Copilot, Midjourney, tous ces outils d'IA font maintenant partie des outils à disposition des développeurs et de tout le monde d'ailleurs, mais dont ils peuvent se servir au quotidien, au même titre que Stack Overflow ou moi dans mon métier, les moteurs de recherche, Google, quoi. Et donc pour moi, ils auraient tout à fait leur place dans un entretien qui se veut réaliste, proche du terrain, proche du métier. Mais voilà, on voit bien qu'il y a encore des frileux à la fois chez les recruteurs et chez les développeurs. Ouais, c'est un peu fou, je trouve, quand même, parce que, tu vois, te dire, utiliser l'IA, utiliser ChatGPT, par exemple, pour coder, c'est tricher. C'est comme de se dire, je sais pas moi, un comptable qui n'aurait pas le droit d'utiliser la calculette, quoi, tu vois. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a même des gens qui disent que, quand tu vois le gain de productivité que ça te permet d'avoir, que ce soit dans la génération de code, la documentation de code, il y a un gars qui disait, je ne sais plus qui disait, la différence que tu vas avoir dans 5 ans entre un être humain qui utilise l'IA et un être humain qui n'utilise pas l'IA, c'est à peu près la même que celle que tu as aujourd'hui entre un être humain normal et un chimpanzé. Tu vois, c'est pour te donner un ordre d'idée. Bon, pas très élégant, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça fait partie
des outils qui sont à disposition. Et même, hein, par exemple, quand on dit oui, Et de plus en plus. l'entretien de recrutement, c'est tricher. Non, c'est pas tricher. De toute façon, il va l'utiliser ensuite dans son job. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet, quoi. Effectivement, moi, je suis 100% d'accord. Et d'ailleurs, c'est aussi un problème dans les... c'est coupé. En réalité, on interdit les étudiants. Ah, ça a coupé? Non, c'est bon. Vas-y. Allô? Ouais. C'est bon, David. Ouais, je disais que en fait, c'est aussi un problème dans les business schools où en fait, on interdit les étudiants d'utiliser également ChatGPT et les outils d'intelligence artificielle pour travailler. Donc c'est un problème qui est beaucoup plus profond en réalité, qui vient également de la formation. Et c'est pas l'outil qui fait, c'est pas l'outil qui fait l'artiste, tu vois. Enfin, tu donnes des pinceaux à n'importe quel Gugus, il va te faire un gribouillage. Enfin, je veux dire, il faut bien comprendre que l'IA, c'est au service de l'intelligence et du savoir-faire de la personne. Déjà, il y a une manière d'utiliser l'IA. Tout le monde ne va pas en tirer parti de la même manière. Et je pense qu'au contraire, moi, je suis convaincu que les recruteurs devraient valider la capacité des développeurs, mais en vrai, pas seulement des développeurs, hein, de n'importe quel maintenant être humain qui rentre dans une entreprise, à utiliser l'IA de manière efficiente. Enfin, le gap qui va se creuser entre les entreprises qui auront instillé l'IA dans tous leurs process, dans les façons de faire, qui mettent... Il y a des boîtes, hein, par exemple, on en fait partie, qui mettent à disposition de leur collab ChatGPT, qui vont les former dessus, et d'autres qui restent à la traîne en se disant « on verra ». Bah, attends, dans 2 ans... de regarder ce qui va se passer, quoi. Ça va être un cataclysme, hein, pour les boîtes qui ne s'y seront pas mises. Et puis les développeurs, ils n'ont pas attendu, et je pense qu'il y a d'autres métiers comme ça. Et quand on est recruteur tech, par exemple, et qu'on a ce besoin de comprendre les enjeux, enfin le métier de développeur pour pouvoir les recruter, bah, l'IA, ça en fait partie. Et du coup, voilà, de le tester soi-même, de comprendre l'utilisation pour les développeurs et d'évaluer effectivement une utilisation efficace et critique, enfin de pouvoir voilà, avoir quand même un esprit critique et pas prendre tout ce que nous raconte ChatGPT pour acquis. Non, mais Mais après, ouais, de pouvoir l'utiliser à bon escient, effectivement, c'est une compétence aujourd'hui. Au même il y a titre beaucoup que le de recruteurs qui prompt l'utilisent, hein. engineering, c'est un métier aujourd'hui. Il y a beaucoup de recruteurs qui l'utilisent aujourd'hui. Ceux qui ne l'utilisent pas, en fait, ne l'utilisent pas parce qu'ils méconnaissent l'outil, en fait. Mmh. C'est une question de méconnaissance. Ils sont pas forcément à l'aise. Tout le monde n'est pas forcément encore à l'aise avec le sujet. Mais je trouve quand même que dans les tendances actuelles, dans la fonction RH, là où on a le plus de déclinaisons d'utilisation, notamment de ChatGPT, c'est dans le recrutement. Nous, dans notre étude, en tout cas, ce qu'on a interrogé, c'était 1/3 des recruteurs et managers qui s'appuient sur des outils d'IA pour recruter les profils tech. Donc c'est une partie, bien évidemment, des Ouais, mais je pense même recruteurs que je pense même qu'on peut le généraliser à quasiment toutes les fonctions aujourd'hui. Oui. Même pas que tech. Oui, parce que les cas d'usage sont pas forcément liés à la tech, c'est plus lié au processus de recrutement. Et effectivement, je pense que ça ne va faire que s'augmenter. Après, je trouve qu'il y a quand même une question, je trouve, Christophe, de philosophie. C'est une question presque philosophique, l'utilisation de l'IA dans le cadre du recrutement, tu vois. Parce que j'ai remarqué, chez les personnes qui ont une réticence, par exemple, à déployer l'IA, je ne parle pas de celles qui ne connaissent pas, hein, celles qui ont une réticence à l'utiliser, c'est que parfois elles ont tendance à se dire « ouais, mais attends, c'est un processus, enfin, ce sont des décisions typiquement humaines, c'est un humain qui prend une décision concernant un autre humain. » En fait, je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui t'enlève une part de l'humanité de ton job. Au contraire, tu vois, il y a plein de tâches qui aujourd'hui peuvent être automatisées au travers de l'IA. Continuer à faire un travail qu'une machine peut faire, ça n'est pas faire un usage éclairé de son humanité. Au contraire, c'est automatiser le maximum de choses pour pouvoir se dégager du temps, pour derrière avoir plus de temps pour être dans la relation avec ses candidates, ses candidats, être dans les entretiens, être dans la vente aussi, dans le closing de ces candidats, garder le lien.
ce qu'une machine fait quand même un peu moins bien aujourd'hui qu'un être humain. Et je pense qu'il y a vraiment un retournement qui est en train de se faire et ça questionne même la place, enfin le rôle du recruteur dans le process de recrutement, tu vois, son évolution, parce qu'il reste Alors central. c'est vrai, David, tu as tout à fait raison. Moi, je suis aligné à 100% avec ce que tu viens de dire. Mais lorsque je vois l'IA de LinkedIn, qui est censé être l'outil le plus puissant dans le domaine du recrutement, lorsque, lorsque l'algorithme de LinkedIn envoie aux candidats des offres d'emploi qui sont a priori bien ciblées, c'est souvent un flop absolument incroyable. Clairement. Et pour le coup, ça ne vient pas éclairer positivement l'intelligence artificielle dans le monde du recrutement. Parce qu'on se dit, bah, si LinkedIn n'arrive pas à le faire, ça veut dire que globalement, ce n'est pas faisable. Alors que je Alors, pense que ce n'est pas vrai. Mais ouais. il y a encore énormément de boulot parce que si LinkedIn n'est pas véritablement performant sur ce sujet, il va falloir véritablement s'y mettre. Et d'ailleurs, je vais proposer une solution prochainement sur ce sujet, petit teasing. Mais tu vois, en fait, c'est très dépendant. On dit souvent shit in, shit out, quoi. Enfin, pardon, garbage in, garbage out dans le cadre de l'IA. C'est-à-dire que tout dépend de la qualité des données qu'on va mettre. Et quand on s'intéresse aux données dont dispose aujourd'hui LinkedIn, LinkedIn est un outil absolument phénoménal, ultra puissant, incontournable Claire. dans tout le processus de recrutement. Bon, ça c'est dit. Maintenant, quand on regarde le type de data qu'ils vont avoir, tu n'as rien sur les compétences techniques réelles des personnes, tu as du déclaratif, rien à voir avec ce que peut proposer Coderpad qui va valider un niveau sur des compétences ultra spécifiques. On n'a rien sur les compétences soft skills ou sur le potentiel, si ce n'est je sais parler en public, on demande à son pote de valider qu'on a du leadership, ce genre de choses. Le problème, c'est que, si on regarde, et LinkedIn aujourd'hui n'est pas en mesure de faire ces prises, tout comme Amazon, qui est quand même, c'est une belle petite PME aujourd'hui, Amazon. Enfin, ils ont essayé il y a quelques années d'automatiser la présélection des CV en entraînant une IA sur les CV des personnes qui avaient été recrutées pour se rendre compte au final qu'ils ne faisaient que reproduire les biais qu'ils avaient introduits en ne sélectionnant que des mecs de 25 ans qui avaient fait la grande école pour devenir ingénieurs. Et donc, ça avait tendance à écarter systématiquement les femmes du processus de recrutement. Et donc, il y a vraiment un truc de se dire, certes, ce sont de très grosses entreprises, mais qui aujourd'hui, de quel type de data elles disposent? Est-ce que ces data sont véritablement prédictrices de la performance ultérieure, de la capacité à s'engager ultérieurement dans le job? C'est un vrai sujet. Hein. Et très curieux de voir la solution que tu prépares. On en parlera. Avec grand plaisir. Et je rajoute, il y a deux autres éléments qui sont importants à mon sens dans le recrutement et que ne propose pas LinkedIn. Un, c'est la confidentialité, parce que mettre sur sa photo Open to Work, globalement, quand tu es en poste, tu n'as pas envie que ton manager le sache. Ça, c'est la première chose. Et deux, c'est la rémunération. Et aujourd'hui, la rémunération, c'est un élément. Et d'ailleurs, je sais que Christophe, il a énormément échangé sur ces sujets de la rémunération, notamment dans les annonces et autres. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité pour les candidats de LinkedIn de mettre leur rémunération dans un onglet. Alors après, que ce soit c'est toujours pareil, ça peut être actionné ou pas, ou confidentiel ou pas, mais ça permettrait aussi de faciliter la recherche de candidats et la sélection de profils. Ouais, on va faire une transition sur le prochain focus, qui est expérience candidat et marque employeur. La question que je me pose là, après tous ces échanges, et ce qui ressort aussi de l'étude, c'est finalement, bon, il y a une pénurie, ok, mais est-ce que les recruteurs savent réellement ce qu'est un développeur? Est-ce qu'ils se sont mis à sa place? Est-ce qu'ils maîtrisent? Est-ce qu'ils connaissent la population qu'ils recrutent? C'est un peu la question qu'on se pose. Parce que souvent, en entreprise, dans une entreprise lambda, voilà, tu n'as pas 20 postes de développeurs à recruter dans l'année, tu en as peut-être 2, 3, enfin tout dépend de ton activité et de la taille, mais du coup, toi en tant que recruteur, ce n'est pas ta spécialité. Et ça aussi, ça fait partie de l'équation et du problème. Oui. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des recruteurs tech
qui font extrêmement bien leur travail et qui sont très au fait des enjeux des développeurs, du métier de développeur, des technologies, etc. Et il y a d'autres recruteurs, par exemple des recruteurs généralistes ou un peu moins expérimentés, hem, avec moins d'expérience, pardon, qui pour qui ça reste un peu flou et c'est normal, ce n'est pas leur métier et c'est pas évident d'avoir, vraiment cette compréhension. Mais voilà, pouvoir se renseigner du moins sur, ce qui a le plus d'important pour les développeurs quand il s'agit de leur, emploi. Je pense que c'est un peu le 1er pas pour, voilà, pour comprendre, et proposer une expérience, candidat, qui est appropriée. Et du coup, là, effectivement, je vois qu'on a changé de slide. Je voulais souligner, quelques éléments de l'étude liés, donc à l'expérience candidat et à la marque employeur. Donc on leur a demandé, j'ai déjà évoqué et du coup le salaire, l'équilibre vie pro, vie perso, et la politique de télétravail, vraiment c'est ce qui est en haut de leur liste, c'est ce qu'ils regardent en premier. Donc voilà, la question c'est: est-ce que votre, offre d'emploi, votre site carrière, vont rassurer ou du moins informer les Mmh. candidats sur, ces éléments de recherche? Et oui, le télétravail est toujours Ouais. aussi recherché par les techs, voire plus. Donc vraiment, voilà, demander à ses collaborateurs de revenir au bureau, pas forcément la meilleure idée, quand on cherche à attirer des candidats, tech. Et ensuite, du coup, il y a la durée de votre processus de recrutement qui a, évidemment un grand impact sur, l'expérience candidat. Donc nous avons appris que, la durée moyenne d'un processus de recrutement pour un profil tech est de 5 semaines. Donc après à savoir, comment vous vous positionnez par rapport à cette moyenne. Et enfin pour ce qui concerne les, méthodes d'évaluation, les recruteurs et les candidats sont d'accord sur le fait que les entretiens de code en direct à la pair programming, c'est vraiment, l'un des moyens les plus efficaces pour évaluer les compétences, tech d'un candidat. Et les tests techniques avec des questions, pratiques, mettent également tout le monde d'accord. Et hem et je soulignerai aussi parce que c'était quelque chose qui était surprenant pour moi, alors que voilà, je suis dans le milieu, c'est que, malgré ce qu'on pourrait croire, les développeurs aiment, aussi les projets de développement à faire chez soi. Donc c'est des projets asynchrones qui ont plutôt, mauvaise réputation aujourd'hui, qui sont potentiellement trop chronophages, ou pas assez pertinents ou, trop faciles à gruger. Et pourtant les développeurs ont attribué, à cette, méthode d'évaluation une note, moyenne de 3,75 sur 5. Donc c'était, leur choix préféré cette année. Donc ça vaut le coup d'y réfléchir, voilà, pas forcément tout de suite aller les mettre en place, mais se dire, «OK, donc c'est pas forcément à bannir». On peut mettre en place, voilà, des projets de développement dans le processus de recrutement, si on le fait de manière, voilà, réfléchie et pertinente. Je voulais rebondir sur la durée là, des process. Là, tu dis 5 semaines. Puisque David est là, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup d'amis en cabinet de recrutement qui me disent, bah, nous, une fois qu'on a sourcé, qu'on a vu les candidats, on a des fois aussi le problème du client, tout simplement, tu vois, où on va lui dire, bah voilà, on a une shortlist, on a 2 candidats, vous pouvez les recevoir. Et là, le client te dit, bah, je suis en vacances 15 jours, j'ai un créneau dans 3 semaines, alors que le mec ou la nana était dans l'urgence pour recruter, tu vois. C'est un Mmh. truc que tu as déjà rencontré, David? Ouais, alors le coût des vacances, il peut, s'anticiper. Je crois que ce qui est vraiment le plus ennuyeux dans les process de recrutement, c'est, le nombre de personnes qui va intervenir dans le choix, Ça. final. Mmh. Et parfois sur des profils tech, tu vas avoir 3, 4, 5 entretiens qui vont s'étaler sur, plusieurs semaines et au final, le candidat s'épuise en se disant: «Bon, bah, au final, est-ce qu'ils veulent véritablement me recruter?» Et du Mmh. coup, la motivation, commence à s'épuiser et lorsqu'on est sur une population pénurique, il faut véritablement, dégainer très, très vite et le conseil que je pourrais donner aux entreprises, c'est, s'il doit y avoir plusieurs personnes, dans le processus de décision, soit, mais faites les recrutements la même journée.
Comme ça, vous pouvez prendre une décision le soir même, parce que sinon, le candidat, s'il est véritablement en recherche d'emploi très active, il aura forcément une proposition dans les jours qui viennent par un de vos concurrents ou par une autre société. Donc c'est un point véritablement très important que tu soulignes, Mm. Christophe. Ouais, surtout qu'on est en Faut être France, actif. je le rappelle, hein, en France, on a des périodes d'essai. Donc, où est le risque finalement sur une population pénurique? Ça peut valoir le coup de vraiment accélérer, non? Après, je pense aussi, tu vois, si tu as moyen de t'outiller un peu, enfin, tu peux, par exemple, si tu as une scorecard qui est bien définie avec les critères qui sont requis, Ouais. tu vois, où tu te dis, OK, à partir du moment où il a 70% de cette liste avec les deux là qui sont indispensables, ben, à un moment donné où tu as un candidat ou une candidate qui rentre dans ta target, tu n'as pas besoin d'en voir 50 autres, en fait. Tu vois, et des fois, les candidats, enfin, les entreprises qui vont dire ah ouais, mais on veut en revoir deux quand même, histoire de pouvoir comparer. Mais ça te sert à quoi? Ça te sert à rien. En fait, si la personne répond exactement à ton cahier des charges, encore une fois, hein, pas forcément à 100%, mais Ouais. quelques critères fondamentaux, plus il a la majorité de ceux que tu veux, bon, il faut y aller à un moment donné. En effet, on est sur un marché Tu as fait la grimace sur la période d'essai, Nathalie? Parce que moi, je trouve ça risqué, au contraire, Ouais. de s'appuyer sur la période d'essai, de se dire bon, allez, je prends le risque et au pire, il y a la période d'essai. Je trouve que autant en expérience, autant pour le recruteur, c'est épuisant, enfin, de redémarrer des recrutements qui échouent. Pour le manager, c'est une Mais déception. dans le Ça sens, affecte quand même pas mal la relation. Et pour le candidat, c'est pas une bonne expérience candidat non plus. bah, et les... après, ça dépend comment tu l'envisages. La période d'essai, elle garantit à la fois au candidat et à l'employeur de faire un test, hein. De toute façon, Non, c'est mais pas bien sûr, obligatoire. et je pense que Et, c'est très et bien que ça je le disais dans le sens où à quoi ça sert de rallonger les process de recrutement en se demandant est-ce qu'on va se planter, est-ce qu'on va pas se planter. À un moment, il faut y aller, quoi. C'est dans ce sens-là, tu vois, il faut y aller, il faut tester. Non, Évidemment, c'est tu ne vas pas recruter le premier venu en te disant il y a une période d'essai, mais je pense qu'il faut aussi le garder en tête. On ne joue pas sa vie non plus par rapport à ça. Et Après, ce qui est hyper important dans le cadre du process et qui peut aussi rassurer le candidat, c'est d'être le plus précis possible dans la rédaction de l'annonce, notamment concernant le processus de recrutement. Est-ce que je vais passer des tests techniques, des tests compétences soft skills, etc. Est-ce qu'ensuite je vais avoir 1, 2, 3, 4, X entretiens? Quand, comment, à quelle échéance? Et plus on va être précis dans le descriptif de l'annonce, et meilleure sera l'expérience candidat. Je pense que les deux David seront d'accord avec ça. on oui, le voit effectivement, jamais. et je rejoins David sur David et toi, Christophe, sur le travail qui est fait en amont. Plus c'est cadré, standardisé, structuré, moins on va avoir l'impression justement de prendre ce risque, et heu et donc on va pouvoir, sauter le pas, et en espérant pouvoir après valider la période d'essai. Et tu as raison, hein, Christophe, hein, il faut absolument, dès le départ, donner le plus d'informations possible aux candidats sur le processus de recrutement, parce que s'ils le découvrent au fil de l'eau, ils risquent de se démotiver. Mais sur les Oui. annonces, on ne voit jamais un processus écrit, mais c'est souvent aux recruteurs ou aux consultants de donner dès le départ le processus au candidat. C'est un Ou très bon conseil. ou même de l'écrire, hein, de le communiquer. Il y a des boîtes qui font ça très bien sur leur site carrière, par exemple, qui ont une partie qui détaille vraiment leur processus de recrutement. Do Enfin là, je pense, pour des profils techniques parce que c'est ce que j'ai vu. Mais, voilà, en détaillant les étapes, ce qu'on cherche à évaluer, la personne que vous allez rencontrer. Enfin voilà, c'est plus il y a de transparence, je Ouais. pense, meilleure sera, l'expérience candidat. Et comment tu construis justement tes tests techniques, tu vois, Nathalie, dans le cadre enfin, comment tu présentes ça justement pour que l'expérience soit déjà acceptée par le candidat Mmh. et suffisamment engageante? C'est vrai que c'est un tout un art entre guillemets, et je peux comprendre le retour qu'on a parfois, c'est, «Ah, j'ai pas envie de leur faire peur avec un test technique», et effectivement ça dépend des profils, ça dépend si c'est sur des postes, juniors ou seniors, ça dépend à quel moment du processus ça intervient, et je pense qu'il faut faire
très attention à la longueur du test. Voilà, vraiment respecter le temps des candidats, et surtout, il faut que ce soit en relation étroite avec les compétences nécessaires, les compétences prioritaires nécessaires, pour le poste, pour pas voilà, pour que personne ne perde, son temps et que voilà, le candidat, il trouve ça pertinent et vous trouvez ça utile. En plus, dans le sourcing, c'est déjà un bon filtre hein, de dire, bah tiens, il y a un test technique à passer, il y a un test soft skills. Euh, c'est hyper intéressant. On avait utilisé, nous, chez Mayer Ashline, la solution de David pour recruter là, en début d'année. Et en fait, dès l'annonce, on a positionné le lien des tests dans l'annonce, en disant au candidat, si vous ne répondez pas, vous êtes hors sourcing. Je trouve que bon, c'est peut-être pas adaptable à chaque cas, mais ça permet déjà d'avoir une qualification beaucoup plus rapide et d'avoir uniquement des candidats déjà qui sont prêts à passer le test. J'ai trouvé que le mode opératoire était plutôt intéressant. Tu sais, après, quand on parle de ça, il y a des gens qui vont te dire, enfin, tu peux te dire par exemple, seuls les plus motivés vont faire le truc. Et d'autres vont te répondre, non, seuls les plus désespérés vont accepter de se plier à ton processus de recrutement. Tu vois, mais en fait, on se rend compte que même quand tu interroges des candidats, le truc, c'est pas ça. C'est le candidat, enfin, il arrive dans une boîte, il va prendre un nouveau job, c'est suffisamment engageant. Le fait de savoir que tu vas être pris en compte pour qui tu es réellement en tant qu'être humain, dans ta manière de penser, ta manière d'être, c'est ce qui te motive, on va procéder à une évaluation réelle de tes compétences. C'est-à-dire, on ne va pas te recruter en se disant vite fait, ouais, vas-y, on le fait rentrer, il fera l'affaire pour te dégager au bout de 3 mois. Enfin, je veux dire, c'est hyper engageant, tu vois, comme, enfin, moi, je suis tout à fait de l'avis, en effet, d'annoncer ça dans le process, d'être le plus transparent possible, parce que c'est vrai que ça pose aussi le sujet de l'attractivité. Hein. On se dit des fois, ouais, on n'a pas beaucoup de retours, on n'est pas très attractif. Mais en effet, enfin, que tu regardes la plupart des offres d'emploi, c'est quoi? C'est le premier paragraphe, nous, société en plein développement, gna gna gna. Donc la boîte parle d'elle, j'ai envie de dire, on s'en fout. Moi, je suis développeur, je me dis, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Dis-moi ce qu'il y a pour moi dans cette opportunité. Je suis dans un job confortable. Je vais avoir mon augmentation peut-être dans 6 mois, peut-être un projet passionnant. Dis-moi ce qu'il y a pour moi, en fait. Et comme tu le disais très bien aussi, Christophe, enfin, ce que tout le monde disait, c'est donner de la visibilité sur le processus de recrutement, sans oublier en effet les 2 critères, le salaire, le remote. Enfin, je veux dire, tu as des boîtes aujourd'hui qui ne parlent pas de ça. Il y a une étude qui a été publiée, je crois que c'était le début de l'année, je ne sais plus trop quand, je crois que c'était Welcome to the Jungle, qui montrait que quand tu ne mets pas ces 2 critères-là, tu coupes de 50% le nombre de personnes qui vont répondre, soit à tes annonces, soit aux sollicitations que tu peux faire par email. Donc, ne pas le faire aujourd'hui, enfin, c'est avoir un problème. C'est pas comprendre comment le recrutement fonctionne. Je pose aussi un autre cas, c'est que nous, lorsqu'on contacte des techs, des fois, ils nous envoient balader en nous disant, écoutez, vous êtes le 10e appel de la journée, on n'en peut plus contacter d'autres personnes, en fait. Et donc, ça revient, je reboucle avec ce que disait Nathalie, c'est peut-être aller chercher d'autres candidats que les candidats classiques avec un profil académique, qui ont le bon diplôme et le bon parcours. Allons explorer d'autres champs où on a des personnes qui ont les compétences, mais qui ne sont pas forcément visibles sur le CV parce qu'ils ont fait un bootcamp, parce qu'ils ont fait une formation adéquate, ou ils ont fait une formation qui n'est pas académique, mais le fait qu'ils aient éprouvé pendant plusieurs semaines, mois, années sur un travail bien spécifique, ça les rend évidemment compétents. Donc effectivement, il faut aller sur d'autres spectres, et je ne suis pas totalement convaincu que les candidats tech, en tout cas sur une activité pénurique, soient véritablement très à l'écoute ou très attentifs des annonces qui sont publiées, parce qu'ils sont déjà tellement harcelés par les cabinets de chasse que, au final, pourquoi aller regarder des annonces alors qu'on est systématiquement appelé?
C'est pas De toute façon, faux. le marché en lui-même va pousser les boîtes à y aller sur les profils, justement, les profils dont on parlait, profils plus atypiques. C'est-à-dire que tu as tellement, de toute façon, plus de candidats, enfin, tu as tellement pas assez de candidats. C'est valable dans la tech, c'est aussi valable sur les profils de SDR, de BDR, certains profils, sur ces. C'est quoi BDR? BDR, les business développeurs, rien à voir, mais tu sais, les business développeurs, les sales development représentatifs, par exemple, dans les boîtes de SaaS, je vois, c'est la guerre pour en trouver. Et en fait, c'est pas un hasard si tu as de plus en plus d'écoles, la Rocket School pour ces types de jobs-là, tu as d'autres écoles pour les développeurs, tu vois, qui proposent des parcours de reconversion avec des personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine du dev, de devenir dev. C'est pas un hasard, à un moment donné, si ce type de cursus se multiplie. Et il faut juste que les boîtes, à un moment donné, ouvrent les œillères et se disent ouais, t'es pas obligé de sortir de l'Epitech ou de je sais pas quelle école pour être un bon dev, en fait, quoi. En plus, souvent, ce sont des gens qui sont passionnés, qui ont bossé sur des projets perso, qui ont appris sur leur temps libre, aussi. Donc, Merci. Merci à vous. Je vois qu'on a déjà largement dépassé l'horaire. Je te laisse peut-être conclure, Nathalie. Si tu voulais ajouter quelque chose, moi j'ajouterais quand même que, comme disait David, l'importance de mettre de prévenir sur les tests soft skills en disant bah voilà, on va vous prendre en considération. En fait, c'est exactement la même chose avec CoderPad parce que je pense que moi, si j'étais développeur et que je tombais sur une annonce avec un test CoderPad versus pas de test, je me dirais déjà, bah, ça me donnerait envie, tu vois, de me dire, tiens, je vais passer un test par curiosité intellectuelle, je vais y aller en fait. Je trouve ça plus rassurant que mon employeur me soumette à ce type de test technique. Et ça, pour moi, je trouve que c'est un vrai, c'est presque un avantage de marque employeur d'utiliser ta solution. Ça crédibilise le recruteur. Et ça s'accompagne, c'est pas merci, voilà, je vous envoie le test. Ça s'accompagne aussi d'un discours, voilà, pour justement expliquer pourquoi on fait ça, pour donner sa chance à tout le monde, pour vous évaluer réellement sur les compétences et pas introduire tout un tas de biais dans le processus. Pourquoi ça vous tient à cœur. Et puis aussi, c'est des tests, mais pas n'importe quel test. C'est aussi des tests qui sont engageants, qui sont gamifiés, voilà, nous, il y a des exercices de jeu. Le but, c'est qu'ils passent pas un mauvais moment. C'est pas de leur demander de développer une app, de A à Z, voilà, c'est pas de les demander de travailler gratuitement. C'est vraiment de vous donner les outils pour évaluer leurs compétences et faire en sorte qu'eux, ils vont se retrouver dans le bon job et vous allez trouver, le bon candidat. Top. Merci Nathalie. Merci Super. David Bernard. Merci David Mercier. Très intéressant. Avec Merci Christophe Pat. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ce webinaire, vous le retrouverez demain matin en replay sur MyRH9. Je vous souhaite une très belle après-midi. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée. Bonne journée, salut. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Ciao.